La première saison est une présentation de Bien chez soi à Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. Bonjour à tous, mon nom c'est Marie-Michel Funk. Je suis très contente de vous accueillir pour un nouvel épisode de mon podcast de la broue dans le toupette. Aujourd'hui, c'est un épisode avec Priscilla du local de Pella. Je suis vraiment contente de notre discussion, j'ai hâte que vous l'écoutiez. Je vous présente en premier ma question du public à laquelle je vais vous répondre aujourd'hui. C'est une question qui vient de Sophie qui dit mon bébé de 15 mois faisait ses nuits depuis qu'il avait 4 mois, mais depuis quelque temps, il dort tellement mal, il se réveille aux heures pour boire, j'ai lu partout, j'ai une routine stable, je fais tout ce que je peux, je sais plus quoi faire, il fait de l'insomnie. Donc, premièrement, je vais envoyer beaucoup d'amour à Sophie, qui vit vraiment une des plus grandes difficultés d'être parent, celle de manquer de sommeil. Quand le sommeil va pas bien, rien ne va. C'est vraiment quelque chose de super accaparant au niveau de l'énergie, ça a des impacts sur tout le reste. Quand on dort pas bien, on est moins de bonne humeur, on a moins de temps pour faire nos affaires, on se sent débordé. Le manque de sommeil est vraiment un gros facteur. Puis je suis passée par là. Mon aîné, mon fils Arnaud, a vraiment des grands problèmes de sommeil depuis... il a eu pas mal... il a fait ses nuits à 4 ans. Il a eu vraiment tous les symptômes imaginables, là, de crise, de réveil, de crise de 2 heures au milieu de la nuit, des crises pour l'endormissement, de se réveiller extra tôt le matin. Il a tout fait. Dans le fond, j'étais ailleurs avec ce premier bébé-là que je suis pour mon deuxième bébé. J'étais vraiment dans essayer de régler le problème avec mon aîné. Fait que j'ai mis beaucoup de choses en place, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup discuté sur mes groupes de mamans. J'étais vraiment dans la recherche de solutions pour ce problème à régler. Je dirais que j'étais dans le contrôle. Je voulais contrôler le sommeil de mon enfant. Puis avec raison, dans le sens c'est désagréable, on veut résoudre le problème. J'aurais tendance à dire à Sophie que remercie le ciel que ton enfant dormait pour les 11 derniers mois, parce que ça veut pas dire grand-chose sur la suite. Malheureusement. Le sommeil, c'est neurologique. C'est pas... c'est en dents de scie, c'est jusqu'à genre 4-5 ans, là, le sommeil, c'est pas un acquis qu'une fois qu'il sait comment dormir, il dort. Ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Dis-toi qu'il y a des familles où est-ce que les enfants ont jamais fait ça, faire leur nuit à 4 mois. C'est pas parce que tu l'as eu que tu vas continuer de l'avoir. C'est vraiment plate à dire. Fait que avec mon aîné, comme je disais, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses. J'ai suivi des formations, fait de la consultation en psychoéducation. J'ai essayé, jusqu'à m'épuiser. Puis en plus du manque de sommeil, rajoute tout le côté culpabilité de je suis pas capable, mon enfant est brisé, ça fonctionne pas, il faut que ça se règle. Puis tout le côté psychologique est vraiment difficile quand on manque de sommeil, puis quand on sent qu'on n'a aucun contrôle sur la façon que notre enfant se comporte dans la journée. Ça a vraiment contribué à mon burn-out. Ça a vraiment contribué là à ce que je me sente moins que rien, à ce que je me sente complètement épuisée, parce que le discours que j'avais à tous les jours, c'était justement de me rappeler à quel point ça allait mal le sommeil, à quel point j'avais aucune pause, à quel point il était pas capable de dormir dans le jour, il dormait pas la nuit, il s'endormait tard le soir, il se réveillait tôt le matin. J'alimentais beaucoup ce concept-là de ça va pas, faut que je le règle, je suis pas encore capable. Je suis allée dans vraiment beaucoup de directions pour des solutions. Je suis allée dans tout ce qui est cododo, allaitement. Pendant un certain temps, là, on a commencé un cododo allaitement parce que c'était la seule façon que cet enfant-là se calmait, c'était un allaitement cododo. Puis, tu sais, quand il était tout petit, c'était correct. Après ça, j'ai voulu arrêter l'allaitement en me disant, ben là, c'est à cause que t'allaites.
S'il se réveille la nuit, c'est parce qu'il s'endort au sein. Donc, j'ai travaillé à arrêter l'allaitement. Je donnais pas le sein pour s'endormir. C'est-à-dire, j'ai pas arrêté d'allaiter complètement, mais j'ai arrêté de l'endormir au sein. Et ça n'a eu aucune incidence. Puis j'ai maintenu, là. C'est pas parce que je l'ai fait juste une semaine, là. J'ai maintenu pendant des mois et des mois. Ça n'a jamais changé rien à ses réveils nocturnes. C'est un enfant qui se réveillait beaucoup. Que je l'endorme au sein ou pas. Après ça, j'ai essayé d'arrêter le cododo, hein, en me disant j'ai besoin de ma bulle, ça va me faire du bien, je vais rester dans ma chambre. Mais là, faire des allers-retours de ma chambre à la sienne pendant des 6-7 fois par nuit, ça m'épuisait encore plus. Fait que bon, c'était pas le cododo le coupable, hein. Je me suis rendu compte de ça. Après ça, j'ai essayé d'arrêter les produits laitiers, hein. C'est quelque chose qui circule beaucoup. À un certain moment, je me convainquais que ça fonctionnait. S'il faisait une mauvaise nuit, ben là je me disais c'est parce que j'ai dû tricher ou j'ai dû pas voir les ingrédients de quelque chose. Je me suis comme un peu coincée là-dedans pendant quelques semaines, quelques temps. Après ça, j'ai essayé je m'excuse, la technique de la chaise. J'ai essayé, tu sais, de m'asseoir à côté de lui, une semaine après, de m'éloigner un petit peu, après ça, tu sais, de tout le temps éloigner la chaise de l'enfant jusqu'à temps qu'il fasse, même si on est assis dans le cadre de porte. J'ai jamais eu de succès avec ça. J'ai eu des crises de 1 heure et demie, là, de pleurs, puis de pleurs, puis de pleurs, puis de pleurs. Il se finissait par s'endormir complètement exténué et se réveillait 1 heure après, en panique encore. J'étais là, dans la pièce, là, je le laissais pas pleurer tout seul. J'accueillais, mais ça l'a jamais aidé. C'était pas un enfant qui était comme fait pour l'indépendance, fait pour la distance. J'ai essayé aussi la stratégie de dire je vais juste en bas 2 minutes et je reviens. Puis là, finalement, tu restes plus que 2 minutes, là, tu sais. J'ai eu, en dents d'ici encore, là, quelques succès. Après ça, il a recommencé à refaire la crise. Tu sais, là, on parle pas de juste un enfant de 1 an, là. On parle d'un enfant qui a 2 ans et demi, 3 ans, où est-ce que j'essayais encore plein d'affaires pour essayer que ça s'améliore, d'essayer que ça marche. On a essayé aussi de faire la routine avec papa, que ce soit papa qui allait l'aider la nuit, mais mon Dieu, le déséquilibre dans ma maison était incroyable. Moi, je dormais pas dans ma chambre parce que je l'entendais gueuler. Mon chum, il se fâchait puis il s'endormait pas parce que c'était lui qui gérait bébé dans la chambre. C'était pas plus productif pour notre famille. Il y a personne qui était gagnant là-dedans. J'ai essayé aussi la gros clock. Ben, j'avais la version Bella pour essayer que ça l'aide à comprendre que c'est l'heure du dodo. Je te dirais que la seule chose que j'ai pas essayé, ça a été le 5-10-15. Tu sais, je me sens pas à l'aise à faire le cry it out là, de certains professionnels qui recommandent. Fait que je me suis éreintée. Je me suis pitchée dans toutes les directions. Je faisais des lectures, des formations, des consultations. J'étais vraiment dans le contrôle et j'ai fini en burn-out en 2019-2020. J'étais dans le plus gros de mon burn-out, puis il fallait que je change des choses. Et une des choses que j'ai changées à ce moment-là, ça a été de lâcher prise. D'accepter que le sommeil de mon enfant, c'est de la merde. Puis je vais juste travailler pour dormir plus. Parce que là, mon corps a besoin de repos. C'est la seule chose c'est mon besoin fondamental, c'est le besoin de repos. Puis quand tu te retrouves dans cette folie-là, ben, on dirait que tu ne vois plus tes besoins, là. Mon besoin, c'est-tu qu'il dorme tout seul ou mon besoin, c'est juste de dormir? Tu sais, il faut faire la part des choses. Moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus heureuse à dormir. Donc, on a fait du cododo, de l'allaitement, jusqu'à 4 ans. Puis à 4 ans, j'ai arrêté le cododo puis l'allaitement. Premièrement, j'étais tannée. C'était la fin de notre allaitement. À sa fête de 4 ans, j'ai décidé qu'on n'allaitait plus. Et j'étais enceinte de mon deuxième. Donc là, ça a été la fin parce qu'il fallait que je me libère là, pour mon deuxième. Ensuite, il a fallu que... C'est terrible. Donc, quand j'ai eu mon deuxième enfant, je savais qu'il fallait que je fasse les choses différemment pour
préserver ma santé mentale, puis pas me retrouver en burn-out encore. Je prends encore mes antidépresseurs d'ailleurs, j'ai jamais arrêté depuis 2019, parce que je sais que c'est fragile pour moi, puis je sais qu'il faut que je prenne soin de ça. Une des façons que j'en prends soin, c'est en continuant mes antidépresseurs. Mais avec le sommeil de mon deuxième, je me suis dit, là, je rentre pas dans ces stratégies de contrôle. Je vais assumer le sommeil de mon enfant comme il est, comme il arrive, sans essayer de le contrôler. Et ça a fait toute la différence. Dans le fond, la première personne qui m'a mis une puce à l'oreille, c'était un papa de ma garderie à ce moment-là, que j'ai demandé, t'as-tu une belle nuit? Puis il dit, je sais pas, je me sens reposée ce matin, je me sens bien. Et juste ce petit truc-là, lui, il avait enlevé complètement le cadran de sa chambre. Il regardait plus l'heure, parce que des fois, moi, je me mettais à obséder par l'heure. OK, c'est le 4e réveil. OK, là, ça fait 15 minutes qu'il est réveillé. OK, il se réveille à 11, à 1, à 3, à 5. Ça prenait beaucoup de place dans mon cerveau, beaucoup d'efforts qui étaient mis sur compter, documenté. En tout cas, ce papa-là m'a parlé que lui, il enlevait l'horloge. Tu sais, il était dans le ressenti. Est-ce que je me sens bien ce matin ou je me sens brûlée? Puis il était juste concentré sur lui-même. Puis ça, pour moi, ça a été comme une révélation parce que c'était vraiment pas ma stratégie. J'étais vraiment pas là-dedans. Puis on dirait que j'avais pas réalisé à quel point on peut être plus heureux à juste assumer puis se concentrer sur notre ressenti. Fait qu'avec mon deuxième enfant, je fais ce qui marche. Et ce qui marche, c'est le cododo et l'allaitement à la demande. Là, en ce moment, là, mon bébé a 2 ans et demi presque. Puis on dort dans un lit double au sol. Je suis confortable dans son lit. C'est un lit au sol du style Montessori, si vous voulez faire des recherches. Dans le fond, le matelas est complètement au sol. L'enfant est libre d'en rentrer puis d'en sortir. Moi, de mon expérience, les enfants, ils sortent pas de leur lit. Si maman, elle est là, je reste avec lui. Je l'endors. Puis quand il se réveille, je donne le sein. Ça prend 4 secondes, puis il est rendormi. Et c'est ça. On dort ensemble. Effectivement, je pense que son sommeil est quand même plus facile que mon aîné. Là. Il fait pas de crise de 2 heures au milieu de la nuit, puis il se réveille pas à 5 heures du matin alors que mon aîné faisait ça. Mais il y a quand même quelque chose au niveau de mon état d'esprit. Il y a quelque chose au niveau de comment je le vois, comment je le ressens, comment j'en parle aux autres, quel espace ça prend dans ma tête, tout le sommeil difficile. Je pense que c'est important. La façon qu'on le voit, la façon qu'on l'aborde. Tu sais, il y a vraiment quelque chose à changer au niveau de notre perception de ce problème-là. Parce que c'est pas du comportement, premièrement, là, ton enfant qui s'endort pas, c'est pas parce qu'il veut pas s'endormir, c'est parce qu'il y arrive pas. Il y a pas les compétences ou il est pas rendu là dans son développement de son cerveau. Fait que je pense qu'on peut juste être bienveillant puis attendre que le sommeil arrive. Là. C'est bien plus difficile d'attendre que le sommeil arrive quand tu es en train de compter les minutes, de faire 5, 10, 15, d'y aller, de revenir, d'avoir une stratégie, d'être super rigide ou de juste être couché dans le lit puis te reposer pendant que lui bisoune autour puis qu'il finit par s'endormir. Même si ça prend 1h15, il n'y en a pas de façon d'accélérer, il y en a pas. Faut arrêter de penser qu'on a du contrôle puis que nos enfants sont comme notre pâte à modeler, à modeler comme on veut. Là. Mon enfant est arrivé avec toute sa personnalité, toute son affaire, son tempérament. Oui, il est bien influencé par ce qui se passe autour de lui, mais pour le sommeil, là, il va dormir comme il va dormir. Puis oui, je crois encore à l'importance de la routine stable, mais une fois qu'elle est là, puis que ça change rien, à un moment donné, c'est correct, là. T'as fait les efforts que tu avais à faire. Moi, j'ai confiance que chacun des parents fait les efforts qu'il a à faire. Là. Je dis pas que ton enfant est devant la TV jusqu'à 11h le soir. Oui, il y a des choses à modifier, là. Mais ça arrive quand même que on est vraiment dans les bonnes... On a un style de vie acceptable. On couche nos enfants à 7h30, 8h. C'est normal, c'est régulier. Puis il y a quand même des grands défis de sommeil, là, tu sais. Moi, les stratégies les plus bienveillantes que je connais de mes recherches, c'est la stratégie, comme je disais, de sortir pour 2 minutes et de revenir. Au début, on fait vraiment comme 30 secondes. Là. Ah, j'ai oublié quelque chose en bas, je reviens. Là, tu laisses l'enfant dans sa chambre, tu vas chercher quelque chose et tu reviens. Puis là, tu as quelque chose dans tes mains, mettons un verre d'eau.
Et là, l'enfant, il voit, ah, maman est revenue. Puis là, la deuxième fois, tu sais, tu fais comme 1 minute. Puis après ça, 2 minutes. Après ça, ah, je vais aller brosser mes dents, j'ai oublié de brosser mes dents. Puis là, ben, ça, c'est un petit peu plus long. Puis là, tu sors et tu reviens, tu sors et tu reviens. Puis là, doucement, tu es capable de sortir de plus en plus longtemps et de revenir de plus en plus tard. Puis l'enfant, il a réussi à développer les aptitudes là, pour se calmer. Puis s'apaiser peut-être éventuellement sans toi. Bon, c'est sûr que c'est un travail à super long terme, là, tu sais. Puis si on fait juste patienter puis attendre que l'enfant ait 5 ans, là, normalement, il va être capable de le faire sans qu'on travaille, tu sais, sans qu'on le fait intentionnellement. Ça se fait comme tout seul. Fait que je vois pas pourquoi on mettrait autant d'efforts à vouloir se détacher, puis je sais que c'est dur sur l'intimité puis sur le couple. Avoir des enfants, c'est dur sur l'intimité puis sur le couple. Puis je te dirais que à mon premier, ça n'a pas été plus facile. Dans le sens, j'ai bien essayé, j'ai bien voulu à dormir avec mon chum dans le lit, là. J'ai bien voulu maintenir notre vie d'avant puis essayer de dormir les nuits ensemble, mais c'était pas possible. J'ai eu un enfant, moi j'en ai eu un défi, ça fait partie des changements que ça implique. Il a fallu que j'apprenne à l'accepter puis à dire on se retrouvera après. Là, moi en ce moment, je dors avec mon 2 ans et demi. Là, j'ai pas dormi avec mon chum depuis qu'il est né, là, depuis 2 ans et demi. On a d'autres moments d'intimité, on a d'autres moments où est-ce qu'on se retrouve. Mais on dort pas dans le même lit. Ça fait partie de notre réalité du moment. Puis c'est une saison de nos vies, puis ça va finir par revenir. Même si c'est plate, j'en suis consciente que c'est plate. Mais je sens que je suis beaucoup plus heureuse et équilibrée dans ma vie avec les choix que je fais en ce moment. L'autre stratégie bienveillante que je connais, que ça a fonctionné, mettons, à 4 ans, là, quand mon enfant était prêt, puis c'est une stratégie qu'on utilise encore parce que c'est encore difficile, il veut tout le temps qu'on reste, puis qu'on l'endorme, puis qu'il vienne nous rejoindre pendant la nuit. C'est le câlin bonus. C'est une stratégie que Mélanie Bilodeau présente dans ses ateliers, dans son matériel. Dans le fond, on dit à l'enfant, t'as pas besoin de te lever parce que moi, je reviens dans 5 minutes. Fait que là, je dis bonne nuit, je t'aime, on a fait toute la routine, je reviens te donner un câlin dans 5 minutes. Puis là, je donne un bisou, je m'éloigne 5 minutes pour de vrai, je reviens faire un bisou, je reviens dans 5 minutes. Ça empêche que l'enfant vienne tout le temps nous rejoindre parce qu'il il est capable de patienter 5 minutes. Alors, souvent, ça fait qu'il reste dans son lit puis qu'il est calme. On retourne le voir à toutes les 5 minutes. Puis, bon, de notre expérience, ça n'a pas été long. Puis, à partir du deuxième 5 minutes, souvent, il dormait déjà. Mais, c'est pas un travail que j'ai fait à 2 ans, là. C'est un travail qui a été fait à 4 ans. Fait que, à 4 ans, là, il est vraiment capable puis il est vraiment rendu prêt, là. On a patienté puis on a eu du succès tard parce que son cerveau était prêt à ce moment-là à vivre les succès sur lesquels on l'amenait vers le succès, mais il était prêt pour le succès. Je pense vraiment pas que le câlin bonus fonctionne bien à 18 mois. Là, en tout cas, pas avec mes enfants, moi. J'ai envie de dire de faire attention à qu'est-ce qu'on consomme en termes d'informations sur le sommeil, sur les réseaux sociaux ou dans notre entourage. Il y a beaucoup de marketing lié au sommeil. Puis ça, c'est désolant parce que bien sûr, les compagnies qui vendent des formations sur le sommeil veulent te faire croire que le sommeil de ton enfant est problématique, est inquiétant. Je vais la nommer, là, Brigitte Langevin, là, ça me dépasse un peu. Dans le fond, c'est pas sa méthode, le 5-10-15, là, mais c'est une des Québécoises qui en fait le plus la promotion. Les gens connaissent Brigitte Langevin pour cette méthode-là du 5-10-15. Dans le fond, c'est Frober qui a inventé cette méthode-là du 5-10-15. À un certain moment, dans les années 80, c'était plus le cry it out, là. On laissait l'enfant pleurer jusqu'à temps qu'il arrête. Éventuellement, ça s'est transformé pour être le 5-10-15. Même, j'ai déjà entendu le 2-4-6, mais ça reste que c'est une stratégie qui amène l'enfant à arrêter de pleurer parce qu'il comprend que l'adulte ne répondra pas à son besoin. Puis qui, pour moi, est une concession trop grande pour l'intérêt du moment. Moi, je veux pas que mon enfant internalise ça. Maman répondra pas à mes besoins. Je veux pas. Je veux pas qu'il perde cette confiance-là en moi. Bref, quand on suit ces gens-là, parce que dans le fond, Brigitte Langevin a aussi un petit peu des
des sous-traitants, je sais pas comment les appeler, des coachs de sommeil là, qui fonctionnent avec les mêmes stratégies, les mêmes méthodes qu'elle propose, mais qui sont pas exactement Brigitte Langevin. Mais tous ces gens-là, ce qu'ils apportent, pour moi, c'est une genre de campagne par la peur. Tu sais, la peur de la dette du sommeil, là, avec des symptômes de dette du sommeil qui sont super larges et que tous les enfants vivent, là, tu sais, la mauvaise humeur, avoir l'air anxieux, manger moins. Ça, c'est des affaires très générales que tous les enfants vivent. Puis là, si tu les associes à la dette de sommeil, ben là, ça amène les parents à avoir envie de régler ce problème-là rapidement, donc d'acheter tes formations, puis donc de suivre tes méthodes au détriment de cette confiance-là entre le parent et l'enfant. Là, c'est pas un jugement si vous avez utilisé 5, 10, 15, là, puis ça a fonctionné dans votre famille, c'est vraiment correct. Moi, j'ai pas de jugement. Je dis juste que moi, dans ma famille, je suis pas prête à le faire, ce mouvement. Puis, c'est pas garanti que ça aurait fonctionné. Hein? J'ai un enfant au profil très insistant. Je pense vraiment pas que ça aurait été un succès. Mais regarde, j'ai choisi de pas l'essayer. Si vous avez envie de suivre des messages positifs par rapport au sommeil, j'ai envie de vous proposer des gens à suivre sur les réseaux sociaux qui ont des messages plus réalistes du sommeil et plus déculpabilisants, qui vont pas dans la campagne de la peur. Allez suivre sur Instagram ou Facebook Amélie Petitmonde. C'est vraiment dans le sens de ce que je vous dis là. C'est vraiment, ça ressemble à quoi du sommeil normal d'un enfant? Pourquoi il faudrait se sentir mal d'allaiter notre enfant au dodo? Tu sais, vraiment dans ce sens-là, c'est déculpabilisant, puis c'est très terre à terre par rapport à ce qu'on peut s'attendre normalement du sommeil d'un jeune enfant. Sinon, Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice reconnue au Québec, là, qui offre des formations sur le sommeil. Elle a un volet 0-18 mois, puis un volet 18 mois, 6 ans. Donc, vous pouvez faire ces formations, c'est toujours extra pertinent, puis faites-le avec vos chums, puis en équipe de couple, tu sais, quand il y a des disparités dans la façon de voir le sommeil pour les enfants, des fois, ça fait du bien de faire une formation ensemble. Je vous recommande vivement Mélanie Bilodeau. C'est vraiment une intervenante incroyable qui est beaucoup basée dans la science de l'éducation et vraiment dans les statistiques, dans les professionnels, puis c'est vraiment pas juste de même au feeling, là. Comme ce que je reproche un peu à Brigitte Langevin. On m'a dit qu'elle était infirmière, on m'a dit qu'elle était pédiatre. Brigitte Langevin est une coach. Elle n'a pas de formation, on va dire, officielle. C'est pas une professionnelle de la médecine ou de la petite enfance. C'est pas une psychologue non plus. C'est une coach. Donc, c'est une personne qui a appris de Frober, je me souviens plus, Frober, qui maintenant propage cette information-là au profit là, de sa compagnie puis des livres qu'elle vend. Puis mais je veux juste rectifier que c'est pas une professionnelle. Elle n'a pas ces titres-là. Donc, je vous envoie vers une entrevue que j'ai faite avec Priscilla du local de Pella. Et vraiment, sur un autre sujet, hein, on n'est pas dans le sommeil. Là. J'ai fait une intro sur le sommeil, mais pour l'entrevue, on est vraiment dans l'expérience versus la formation. Donc, toute cette balance-là qu'on essaie de retrouver entre les deux composantes très importantes de l'identité d'une éducatrice, peut-être pour vous comme éducatrice ou peut-être pour l'éducatrice de votre enfant. On n'est vraiment pas dans le jugement, on aime toutes les éducatrices, puis toutes celles qui sont bien intentionnées puis qui sont bonnes avec les enfants, on leur accorde toute la valeur qu'elles ont le droit d'avoir. Par contre, faut pas se mentir qu'il y en a des mauvaises éducatrices, puis il y en a des personnes qui font n'importe quoi, comme dans tous les métiers. Hein. Il y a des profs qui font n'importe quoi, il y a des ingénieurs qui font n'importe quoi, il y a des médecins qui font n'importe quoi. Toutes les professions ont des gens compétents et des gens moins compétents. Puis c'est ça, on a discuté de l'importance de la formation versus l'expérience dans notre métier d'éducatrice à l'enfance. Je vous laisse vers l'entrevue. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Priscilla, je suis vraiment contente de t'accueillir sur le podcast.
Salut Marie-Michel, moi aussi je suis super contente d'être là. Je suis vraiment énervée. Je suis super contente parce que c'est un sujet qui est super intéressant qu'on regarde ensemble, c'est l'expérience versus la formation. Dans le fond, toutes les deux, on est formés. Tu veux-tu nous parler un peu de ta formation que tu as à ton actif? Oui, ben en fait, je suis éducatrice, moi ça fait bientôt 10 ans. J'ai eu ma formation initiale au Cégep de Saint-Hyacinthe, donc c'est le DEC en éducation à l'enfance, là, tout ce qu'il y a de plus régulier, là, le DEC classique de 3 ans. Puis j'ai aussi fait un certificat en soutien pédagogique à temps partiel là, en travaillant dans les dernières années. Je fais ça avec l'UQTR. Même chose pour moi. J'ai mon deck. J'ai fini en 2011, mais moi j'étais à Montmorency ici à Laval. Puis après ça, en travaillant, j'étais allée faire mon certificat en soutien avec l'UQAM. Fait qu'on a un peu le même bagage de formation. Au niveau de l'expérience, dans le fond, moi j'ai travaillé 6 ans en installation dans un CPE. Puis après ça, j'ai ouvert mon milieu familial depuis que mon fils est né. J'ai été maman en 2017, puis en 2018, j'ai ouvert mon milieu de garde. Là. Fait que ça fait 6 ans aussi que j'ai mon milieu familial. Toi, ton expérience, c'est tout en CPE? Oui, ben j'ai fait un stage en milieu familial au cours de mon DEC, puis j'ai fait un petit peu de remplacement là chez une de mes amies qui a un milieu familial, mais ça s'arrête vraiment là. Fait que le milieu familial, c'est un peu plus inconnu pour moi, mais j'ai toujours été en installation, j'ai fait des garderies privées subventionnées, des CPE, fait que j'ai fait un peu de tout là, la dame est toujours en installation. OK. Puis, dans le fond, t'es toujours titulaire de groupe ou t'as eu des postes de conseillère? Je suis pas trop sûre. Non, j'ai toujours été... Ben, en fait, j'ai fait un peu de remplacement, là, au début de ma carrière. Je dirais, pendant, mettons, 1 an, j'ai fait du remplacement, tu sais, ou quand je travaillais les étés pendant ma technique, là, j'ai fait du remplacement, mais sinon, pas mal, toujours titulaire de groupe. J'ai fait 5 ans en pouponnière. J'ai fait 2 ans avec des 4-5 ans, 1 an avec des 2 ans. Puis l'année passée, ma dernière année, c'était des multi-âges. Fait que 18 mois, 3 ans et demi. Cool. Fait que je voulais qu'on regarde ensemble, dans le fond, le rôle de chacun de ces choses-là dans nos vies. On en a des collègues qui ont juste un ou juste l'autre. Hein? On en a des collègues qui ont full expérience. Souvent, plus des filles, mettons, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Dans ce temps-là, c'était un petit peu moins... je pense qu'il y avait même pas de deck, là, à ce moment-là. Tout le monde le faisait par expérience. Puis t'as aussi les filles qui sont rendues à la maîtrise d'éducation, qui ont presque pas d'expérience terrain, puis qui ont une vision complètement différente de ça. Nous, on se situe un peu entre les deux. Hein? On a une bonne expérience et une bonne formation. Puis je pense que pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Hein. Si on est capable, si on peut se permettre, là, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller au collège en termes de temps puis en termes d'argent, mais si on peut se le permettre, j'ai l'impression que c'est le meilleur des deux mondes d'avoir de la bonne formation puis de la bonne expérience. Ce que je voulais discuter avec toi, c'est tout le côté de pas être maman, parce que effectivement j'ai été éducatrice aussi avant d'être maman, puis je suis éducatrice maintenant que je suis maman, puis je pense que comme toi, j'ai une bonne conscience et j'avais une bonne conscience, même tu sais à 25 ans là, quand j'étais une jeune éducatrice, je sais que ça change tout, je sais que ça. Mais comment tu vois ce rôle-là d'accompagner des mamans, d'accompagner des familles, alors que toi t'es pas maman toi-même? En fait, si on parle de rôle, comment je vois mon rôle, je vois vraiment mon rôle comme étant une éducatrice. À la base, je vois ça vraiment séparé de être maman. Fait que c'est comme deux rôles c'est ça, séparés. Je considère que en étant pas maman, je peux, oui, accompagner les parents d'une certaine façon avec toutes les connaissances que j'ai sur le développement des enfants, là, avec l'expérience que j'ai acquérie avec plein d'enfants différents. Mais c'est sûr que en devenant maman, il doit y avoir une bonne dimension qui s'ajoute, tu sais, au niveau de la sensibilité, je pense, puis de la réalité vraiment des parents. Mais c'est ça. Donc, je considère que je peux quand même bien les accompagner, mais il faut vraiment faire attention à ne pas juger. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé au fil des dernières années parce que quand t'arrives, tu sors de l'école, puis on en reparlera tantôt, là, tu sors de l'école, t'as plein de belles connaissances, puis tu vas apporter ça aux parents,
Mais les parents, eux, t'arrivent avec le clash de la réalité que toi, tu comprends vraiment pas. T'es comme, ben, c'est pas compliqué, pourtant. T'sais, c'est pas compliqué, moi, avec mes connaissances, tu devrais faire ça, mais au fil du temps, on développe vraiment une belle compassion, je pense, puis un non-jugement, puis surtout, en travaillant à la pouponnière. Moi, c'est là que j'ai surtout travaillé avec les parents, plus, tu sais, puis que j'ai appris ça, là, le non-jugement. Ah oui, c'est vraiment important parce que je pense que ça prend un effort conscient. C'est pas quelque chose qui vient naturellement parce que je pense qu'il faut vraiment se sensibiliser consciemment au fait que on n'est pas maman encore, mais on est capable de comprendre puis de s'intéresser, s'informer. Je pense que avec le contact avec des mamans, on peut devenir très sensible à cette situation-là, à l'épuisement qui vient avec le fait d'être parent d'un enfant à défi, à quel point c'est dur, le deuil de l'enfant rêvé. Je pense que le deuil de l'enfant rêvé, c'est pas quelque chose que moi je comprenais avant d'avoir mon enfant et de vivre le deuil de l'enfant rêvé avec mon enfant qui est un enfant à défi. Là, j'ai un enfant TDAH avec des grands défis de crise, d'opposition, tout ça. Fait que tout le concept du deuil de l'enfant rêvé, je pense que c'est difficile, mais quand on s'y attarde, je pense que c'est vraiment possible. Tu sais, là, je te parlais de mon amie Marie-Ève Baudry qui a été invitée sur le podcast aussi, qui a pas d'enfant, tu sais, mais qui est une intervenante incroyable. Puis toi aussi, là, tu sais, je considère que tu es une intervenante incroyable, que tu as beaucoup de ressources, beaucoup d'empathie, même si t'es pas maman, tu sais. Des fois, c'est facile un peu de juger mais t'as pas d'enfant, fait que tes stratégies fonctionnent pas. Faut pas être là-dedans non plus, hein, parce que tu sais, il y a toutes les stratégies peuvent fonctionner ou peuvent pas fonctionner. Il y en a pas de recette one size fits all. Tu sais, il faut tout le temps adapter, qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas d'enfants. Il faut tout le temps essayer puis adapter. Ben, je pense que la meilleure solution, c'est que ça a l'air d'un classique, là, puis d'être facile à dire, mais c'est la collaboration puis la communication, parce que l'éducatrice, avec sa formation, avec toutes ses connaissances sur le développement des enfants, avec toutes les techniques d'intervention qu'elle connaît, qu'elle a dans son bagage, mais en communiquant avec le parent qui est, lui, l'expert de son enfant à lui, qui connaît toute de la vie de son enfant, toutes les facettes de son enfant, mais en communiquant ensemble, c'est là, je pense qu'on peut trouver justement les recettes gagnantes, parce que le parent va fournir à la professionnelle ou au professionnel toutes les informations dont moi j'ai besoin pour décoder le besoin de l'enfant derrière ça, puis fournir des idées de stratégie éducative, là. Ouais. Puis tu sais, je pense que quand on est en relation d'aide avec un parent, tu sais, je pense que honnêtement, ça se fait un petit peu moins en CPE, de mon expérience en tout cas, mais en milieu familial, tu sais, les parents sont vraiment très on a une relation vraiment très très forte. Les parents passent beaucoup de temps chez moi, puis vont me parler là, tu sais, de leurs problèmes de sommeil pendant la nuit, puis vont me parler de dynamiques qui se passent à la maison. Puis ça, c'est pas quelque chose que moi je vivais, peut-être parce que j'étais jeune et que j'avais pas d'enfant. Les parents étaient moins tentés de venir m'en parler, tu sais. Mais maintenant, c'est quelque chose que je vis beaucoup. Tu sais, je fais du coaching parental, veux pas là, tu sais, avec les parents qui sont chez nous, parce que justement, on regarde ensemble des stratégies. Puis je pense que maintenant, avec mon expérience et ma formation, je deviens une ressource importante là, dans la vie de ces enfants puis ces familles-là. Ouais, je pense que c'est important d'être très, très empathique puis très flexible sur nos trucs. Là, si le parent dit, ben écoute, je n'ai pas l'énergie de faire cette stratégie-là de tableau de renforcement ou tu sais, je sais pas trop quoi, effectivement, je comprends. Puis on va trouver autre chose. Tu sais. T'as raison que c'est facile d'être dans le jugement. Ben oui. Puis tu sais, cette dimension-là, je dirais qu'on la retrouve aussi en installation, principalement à la pouponnière, tu sais, ce qui est de coaching parental, entre guillemets, là, mais plus de soutien aux parents puis de communication. Puis j'ai l'impression que plus l'enfant vieillit, moins on a ce temps de communication-là. Tu sais, au début, quand les enfants sont des bébés, ben les parents, ils veulent beaucoup plus rechercher nos trucs, nos conseils, surtout quand c'est des parents d'un premier enfant. Mais c'est là qu'on le sent qu'ils vont plus s'appuyer sur nous puis poser des questions puis à être ouverts à la communication dans le fond puis à entendre ce qu'on a à dire, puis c'est vraiment beau là comme communication. Fait que oui, c'est selon moi probablement qu'on vous le vivez encore plus en milieu familial parce que l'ambiance est là, tu sais.
Mais en installation, c'est ça. On va aussi le ressentir, mais plus quand les enfants sont vraiment petits. Ouais, effectivement. Il y a aussi la dynamique de stabilité aussi, là. Quand j'ai un enfant de 4 ans, j'ai cette relation-là avec les parents depuis 4 ans, tu sais, peut-être 3, là, tu sais. Fait que il y a aussi le concept de stabilité puis de durée dans le temps qui favorise ces échanges-là avec l'éducatrice. Je voulais qu'on regarde ensemble, ça serait quoi, mettons, le problème qu'on peut voir avec une éducatrice qui aurait juste de la formation, presque pas d'expérience. Ben, on s'entend que pour toutes les éducatrices ou éducateurs qui sortent de leur formation sont à ce point-là. Tu sais, c'est techniquement le parcours de tout professionnel qui va à l'école et qui après entre sur le marché du travail. Fait que tous les professionnels, je pense, vont rencontrer ce problème-là de manque d'expérience et de surplus de connaissances que là, ils arrivent sur le terrain, ils veulent appliquer toutes leurs belles connaissances qu'ils ont appris. J'ai l'impression que souvent, il y a un petit clash de la réalité parce que dans la formation, tout semble tellement beau, tout semble tellement facile à appliquer. Puis après ça, quand tu arrives sur le terrain, ben là, t'es comme OK, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus chaotique, c'est beaucoup moins clair dans ma tête. Puis en éducation à l'enfance, il n'y a pas de noir ou blanc. C'est jamais un comportement arrive, voici la stratégie à appliquer, c'est tout le temps du gris. C'est tout le temps nuancé. Fait que je pense que le principal problème d'avoir seulement les connaissances puis pas encore d'expérience, ben c'est que ça semble tellement facile que la professionnelle arrive sur le terrain puis c'est ça, il y a ce clash-là qui fait que c'est vraiment difficile de débuter puis de trouver sa place, de trouver sa couleur, de trouver comment vraiment concrètement appliquer ce qu'on a appris à l'école. Fait que je pense que c'est ça la principale difficulté, le principal problème. Mais comme je dis, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines, là, tous les professionnels qui vont à l'école puis qu'après ça, ils arrivent sur le marché du travail. Fait que je pense que c'est quand même un beau problème, tu sais. Oui, effectivement, ça fait partie du cheminement de tous les professionnels, puis justement avoir cette humilité là de dire hey, quand je sortais de l'école là, je pense qu'il me manquait ce bout là de tu sais je pense qu'avec du recul, je le vois, tu sais comment je pense qu'on grandit de ça, tu sais, on grandit de chacune de nos relations, puis quand on est inexpérimenté, puis qu'on a l'impression que ben c'est simple, tu fais ça, ça marche, puis après c'est tout. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais si ta première stratégie fonctionne pas, puis ta deuxième fonctionne pas, puis ta troisième fonctionne pas, puis t'es rendu à 6, puis il y en a pas une qui a fonctionné encore. Ça, c'est des choses qu'à l'école là, on parle moins, tu sais, on donne beaucoup de pistes. Mais après ça, comment tu gardes ton calme quand tes interventions sont dans le beurre? Comment t'assures la sécurité de tout le monde quand t'as un enfant complètement désorganisé puis qu'il n'y a aucune stratégie qui fonctionne? Fait que je trouve que l'expérience amène beaucoup, comme tu dis, le clash, ça fait mal. Et là, tu dois te fier sur... J'ai envie de dire ton jugement professionnel, c'est-à-dire t'es pas expérimenté, mais t'as une bonne base de c'est quoi les valeurs, c'est quoi qu'on souhaite en général dans l'éducation des enfants. Ben oui, puis je pense que tu sais à l'école on va beaucoup apprendre le savoir, c'est toutes les formes de savoir, le savoir-faire, mais dans l'expérience on va aussi beaucoup développer le savoir-être, tu sais comme justement contrôler nos émotions, mais ça c'est quelque chose que à mon avis il devrait avoir un cours là-dessus dans la formation initiale parce que de la façon dont on va contrôler nos émotions face à une situation difficile avec un enfant, nos pratiques éducatives vont être beaucoup influencées. Tu sais, c'est sûr que si je perds patience rapidement, mon intervention va être un peu plus boboche que si je suis capable de bien contrôler mes émotions et de faire une intervention avec toute ma clarté de professionnel. Tu sais. Le genre de recul qu'on perd instantanément quand un enfant vient nous chercher. Tu sais, j'ai des amis qui ont passé pour être éducatrices par le chemin de l'éducation spécialisée. Puis une des grandes différences en éducation spécialisée, c'est que vu qu'ils sont plus dans une approche de relation d'aide avec la clientèle, ben ils passent beaucoup de temps, comme d'ailleurs les psychologues, comme les thérapeutes en relation d'aide, à travailler sur eux-mêmes. Dans la formation, ça fait partie de identifier mon histoire, mes triggers, puis toutes les choses qui viennent me chercher, pourquoi elles viennent me chercher, essayer de tout travailler ça puis décortiquer ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est complètement absent de l'éducation à l'enfance. Moi, j'ai pas vécu ça du tout, là, faire de l'introspection sur mon passé, mes triggers, tout ça.
Puis je trouve ça très intéressant, comme tu dis, de passer du temps à tout le savoir-être puis la gestion de moi-même avant de pouvoir accompagner les autres. Ouais, non, c'est clairement quelque chose qui manque dans la formation initiale, là, de savoir c'est ça comment s'auto-gérer, puis mais c'est quelque chose en même temps qu'on apprend aussi tout au long de notre vie. Puis notre profession, je trouve que c'est la meilleure profession pour faire du développement personnel. Là, on apprend sur soi tous les jours, puis on grandit, on apprend à être plus patiente, plus de compassion, plus d'empathie, moins de jugement. Tu sais, on apprend plein de choses qu'on transpose dans notre vie personnelle. Fait que c'est une bonne profession pour apprendre. Effectivement, c'est une profession extrêmement exigeante. Hein? J'avais lu que, en fait, on m'avait dit ça en conférence, que il y a 3 types de travail. Le travail manuel, ensuite le travail intellectuel et ensuite le travail émotif. Puis le travail d'éducatrice, et les 3, c'est un travail manuel, intellectuel et émotif. On a un des travails les plus difficiles parce que justement ça demande les 3 niveaux de travail. Fait que ça nous fait... C'est bon, ça. Ça nous fait beaucoup travailler sur nous-mêmes parce que justement, on est impliqué émotivement avec les enfants. C'est vraiment bon. Je voulais aussi rajouter à ce que tu disais que oui, tous les professionnels passent par là, mais il y en a des professionnels, tu sais, qu'on va voir en conférence ou en formation continue. Par exemple, tu sais, une orthophoniste, une ergothérapeute qui vient en conférence au CPE ou au BC pour parler aux éducatrices. Des fois, on va le sentir, ce clash-là, que le professionnel a beaucoup de connaissances théoriques, puis a moins les connaissances pratiques. Je pense que pour moi là, tu sais, j'en ai eu beaucoup des formations, tu sais, en milieu familial, on est obligé de faire de la formation continue, fait que j'ai vu beaucoup de professionnels comme ça là, des orthophonistes, des psychoéducatrices, toutes sortes de trucs qui viennent, puis moi j'ai travaillé un été en CPE, fait que j'ai une bonne idée de c'est quoi votre réalité. Et là, je l'entends parler, puis je suis comme, oh my, va falloir que tu reviennes sur le terrain. Je pense que oui, d'avoir eu de l'expérience, mais c'est important de rester dans l'expérience. C'est important de toujours aller revalider nos connaissances théoriques. À chaque fois que je lis un livre, le livre a sa valeur, mais c'est en l'appliquant sur le terrain, c'est en expérimentant avec les stratégies du livre que là, je vais pouvoir vraiment intégrer puis la mettre à ma couleur. Ah, c'est fou parce que je fais des ateliers comme des genres de petites conférences bien-être et motivation dans les CPE et garderies en ce moment, puis je dis ça au début de mon atelier, je dis, tu sais, c'est le fun de recevoir des formations, mais il me semble qu'à chaque fois, je me dis, ça doit faire longtemps, toi, que t'as pas été éducatrice, tu sais, parce que ce que tu me dis, c'est vraiment beau, mais j'ai bien de la misère à le voir dans mon quotidien, tu sais. Fait que oui, c'est vrai, puis on oublie vite. Hein, tu sais, moi, en ce moment, je suis en année sabbatique. Je suis à la moitié de mon année sabbatique, là. Fait que j'en ai fait 6 mois, il me reste 6 mois. Puis je ressens déjà là que, parce que tu sais, je suis en année sabbatique, mais je fais que parler d'éducation à l'enfance. Fait que là, j'ai l'impression que ça s'embellit dans ma tête. Là, je me dis, va falloir que je fasse attention parce que quand je vais retourner en septembre, tu sais, je vais avoir ce clash-là, tu sais, ouais. Oui, c'est ça se perd. C'est comme, tu sais, une maman, mettons, que ses enfants ont 20 ans, qui dit, hey, on n'a jamais eu de problème de sommeil, ces enfants-là. Ben, peut-être qu'il y en a eu, puis que tu l'as embelli dans ta tête, puis que là, tu t'en souviens plus tard, tu sais. Oh, moi, ça croquait pas dans mon groupe. Si on avait une petite vidéo, là, je pense que ça croquait, puis que tu t'en souviens juste plus où tu l'as comme un petit peu embelli dans ta tête. Ouais. Si on va à l'opposé, quelqu'un qui aurait extra expérience, mais qui voit moins l'intérêt de la formation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en milieu familial. Tu sais, en CPE, les éducatrices ont cette obligation-là. Je pense qu'on est à 2 sur 3 formés. Fait qu'il y a beaucoup plus de formation dans les CPE que en milieu familial. Nous, on a 45 heures obligatoires. Là, tu sais, la formation est pas obligatoire. Il y a des gens super formés en milieu familial, il y a des gens super compétents. Mais comme partout, la formation amène un plus que certaines éducatrices n'ont pas parce que la vie leur a pas permis d'avoir ce temps-là, tu sais, pour faire la formation, soit le DEC de 3 ans temps plein, là, ou même à temps partiel. C'est beaucoup de travail aller chercher de la formation en même temps que travailler. Mais
quand une éducatrice, admettons, ça fait 25 ans que je fais ça, je sais comment ça marche, mais est jamais allée chercher de connaissances théoriques, on voit d'autres types de défis, hein. Ouais, là, je trouve ça, c'est un sujet vraiment touché à aborder, je trouve, parce que je tiens à dire avant tout, là, petit préambule, moi, Priscilla, dans mon objectif de me dire que je veux que la profession soit reconnue, soit valorisée, je considère que le titre d'éducatrice devrait venir avec la formation pour que le titre soit protégé. Moi, je considère, je suis le genre de personne qui dit qu'il faudrait qu'il y ait un bac en éducation à l'enfance, tu sais. Fait que là, c'est juste mon petit préambule pour dire que ça, c'est sûr que j'ai ça derrière la tête quand je parle, tu sais. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais comme je dis, c'est un sujet touché parce que c'est un sujet sensible, en fait, parce que n'importe quelle éducatrice en ce moment qui a plein d'expérience, qui a pas sa formation, mais qui est une personne à la base super bienveillante, super passionnée, remplie d'initiatives et de motivation pour prendre en charge sa propre formation parce qu'elle est pas formée, mais elle se dit, je vais lire des livres, je vais me faire des petites capsules de formation continue, je vais prendre responsabilité sur mon développement professionnel. Je considère que cette personne-là, même si elle n'a pas sa formation initiale, peut devenir une éducatrice incroyablement compétente si elle prend responsabilité sur sa propre formation. Mais il faut que cette personne-là, justement, prenne cette responsabilité-là puis prenne ces initiatives-là. Mais encore là, je considère que pour le bien de notre profession puis que ça soit reconnu dans la société, il faudrait la formation. Fait que c'est ça que je trouve vraiment touché parce que je veux pas dire juste les éducatrices formées sont bonnes parce que je trouve que ça blesse plein de personnes qui sont super bienveillantes puis qui sont super compétentes parce que ils ont pris ce devoir-là au sérieux. Fait que, je sais pas, je trouve ça dur. T'as bien raison. Puis moi aussi personnellement, je crois beaucoup à la formation. Mais avec le contact avec les gens, j'ai été confrontée à justement l'importance de se prendre en main plus que vraiment le papier. Tu sais, t'as été à l'université comme moi, hein, puis à l'université, j'ai rencontré des éducatrices exécrables. Tu sais, elles avaient leur beau papier, c'est-à-dire j'ai entendu des commentaires sexistes, homophobes envers des enfants à l'université. Fait que ça vaut ce que ça vaut. T'as raison que pour la profession, puis moi aussi j'y crois fort, ça serait un plus, puis ça serait un positif là pour notre profession, pour les enfants aussi. Il y a personne qui ça peut pas être néfaste de faire de la formation. Par contre, comme je disais tantôt, c'est un investissement de temps et d'argent et c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire. Mais t'as raison qu'à long terme, si je m'imagine le Québec dans 50 ans, j'aimerais ça que toutes les éducatrices soient formées. J'ai rencontré des éducatrices exceptionnelles qui étaient pas formées, puis j'ai rencontré des éducatrices vraiment poches, qui faisaient de la violence éducative et qui avaient leur formation. Donc, les deux sont vrais. Ben oui, puis tu sais, ça dépend au final aussi de la personne que toi tu es. Là. Je pense que le duo gagnant, ce serait la formation et être une personne super bienveillante qui fait de la formation continue, qui prend responsabilité. Puis tu sais, une chose que d'ailleurs je t'en avais déjà parlé, mais avant l'enregistrement, là, mais je veux en reparler parce que je trouve ça important. Tu sais, les mamans qui décident, par exemple, ou là je dis les mamans, mais les parents qui décident de faire l'école à la maison. Ben, quand les parents prennent cette décision-là de faire l'école à la maison, ils prennent ça au sérieux, puis ils prennent responsabilité de dire, je vais m'informer, je vais lire des livres, je vais faire des petites formations pour essayer que ma pédagogie avec mon enfant se rapproche de celle d'une enseignante ou d'un enseignant qui a fait 4 ans d'études. Fait que le parent qui fait ça n'aura peut-être pas toutes les connaissances de 4 ans d'études de l'enseignant ou l'enseignante, mais s'il prend responsabilité sur le soutien du développement de son enfant pendant son parcours scolaire à la maison, peut faire un job incroyable. Fait que je pense que c'est la même chose aussi pour un parent ou une personne non formée qui va vouloir soutenir le développement des enfants 0-5 ans. Ça peut être un professionnel incroyable si
prend cette responsabilité-là de le faire. C'est juste qu'avant 5 ans, c'est souvent pris à la légère, puis c'est comme si les gens se disent, ben non, mais les enfants, c'est juste jouer, sans aller chercher les connaissances derrière pourquoi c'est juste jouer, tu sais. Fait que je trouve que c'est ça qui est plate. Mais tout ça pour dire que quelqu'un qui s'engage à se former par soi-même pour avoir les connaissances peut vraiment se rapprocher de quelqu'un qui a 3 ou 4 ans d'études, tu sais. Oui, effectivement. Je pense que c'est toujours ce concept en développement personnel que je recherche tout le temps, c'est d'être le plus intentionnel possible. Il n'y a pas grand-chose dans ma vie, dans mon métier d'éducatrice qui est laissé au hasard. Comme peu importe le moment de la journée, là, je peux te le justifier en long puis en large. Les choix que je fais, tout est intentionnel. Tu sais, c'est pas juste parce que c'est ça qui se passe. Tu sais, il y a le côté intention, je pense, qui est important puis qui est vraiment la clé pour un service de qualité. Ben oui, vraiment. Mais tu sais, on va pas se le cacher que pour la majorité des parents, l'essentiel pour eux, c'est que leur enfant soit en santé, en sécurité, puis qu'il ait du plaisir. Tu sais, c'est souvent je pense pas que, en fait, je sais pas, là, mais dans ma tête, la majorité des parents, quand on va choisir un milieu éducatif, puis on s'entend, je dis choisir. La majorité n'ont pas vraiment le choix en ce moment, là. C'est comme dès qu'il y a une place, on saute dessus parce que sinon on peut pas aller travailler. Ce qui est vraiment très triste, là, d'ailleurs, que les parents puissent pas prendre le temps de faire un choix. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qu'ils vont, leur enfant va soit dans un milieu familial ou une installation, là, peu importe, mais qui vont dire, tu sais, c'est une petite madame, elle est vraiment fine, là, puis mon enfant se fait bien du fun, puis je suis bien content. Mais tu sais, il y a pas de soutien du développement, tu sais, il y a pas beaucoup d'importance qui est accordée à ça dans notre société avant 5 ans. Ouais, effectivement. C'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis, l'espèce de stéréotype de la grand-maman gâteau un peu, tu sais, qui va dire des choses comme je me gâte avec les bébés, ou tu sais, qui va être vraiment plus dans qui va être beaucoup dans le relationnel, tu sais. Puis je suis une éducatrice très relationnelle, puis j'en parlais dans mon épisode sur la qualité éducative. Pour moi, la qualité éducative, c'est pas tant les activités qu'on propose, mais justement l'intention derrière chacun des moments de vie qu'on met, tu sais. Je pense pas que, tu sais, des fois quand je dis éducative, là, les gens voient scolarisant, éducatif, c'est pas la même chose que scolarisant, là, tu sais, on parle pas d'alphabet, d'apprendre ses couleurs, les contraires, on n'est pas là-dedans. Le côté éducatif, c'est vraiment la qualité de ma relation avec chacun des enfants, la qualité de mon observation, la qualité du matériel qui est proposé pour eux, tu sais. En tout cas, j'ai un épisode complet sur la qualité éducative, mais je pense que l'intention, c'est vraiment ça qui est important. Le stéréotype de la grand-maman qui fait peut-être un petit peu plus de la surveillance, c'est une des raisons pourquoi le mot gardienne me dérange autant, c'est que ça fait référence un peu à ce stéréotype-là de la grand-mère qui fait plus de la surveillance que de l'éducation avec les enfants. Ben oui. Puis tu sais, c'est drôle parce que quand tu parles d'intention derrière toutes tes actions que tu poses dans ta journée, c'est parce que c'est des choses tellement floues. Tu sais, plus l'enfant grandit, plus ce qu'il apprend, c'est pointilleux, puis c'est concret, puis c'est précis, puis on est capable de voir vraiment, là, tu sais, mon enfant a appris les multiplications, tu sais, c'est clair. Tandis que plus l'enfant est jeune, plus c'est flou les concepts qu'on veut soutenir, tu sais, dans son développement. Fait que c'est dur pour la société de voir c'est quoi vraiment notre travail, mais au contraire, vu que c'est tellement flou, c'est tellement pas clair, c'est tellement des nuances, puis c'est tellement dans le gris et non dans le noir et blanc, ça demande encore plus de connaissances puis de compétences. C'est pour ça que moi, je dis, il devrait avoir un bac, c'est encore plus complexe, on dirait, tu sais, de naviguer là-dedans, les habiletés sociales, tu sais, tout ce qui est au niveau cognitif, de la compréhension, tu sais, c'est pas aussi simple. Là, je dis simple, là, mais je constate que le travail des enseignantes, tu sais, c'est beaucoup au-delà d'apprendre à écrire puis à compter, là. C'est aussi, ils sont encore beaucoup dans les compétences de l'enfant, là. Mais
Je pense que ce que tu veux dire, c'est plus la didactique. Tu sais, au bac en enseignement, là, presque toutes les cours, c'est la didactique du français. La didactique, ça veut dire comment apprendre. Fait que les profs sont vraiment plus dans, tu sais, ça va être quoi les activités que je vais proposer, des activités d'apprentissage que je vais proposer pour faire apprendre telle notion aux enfants. Alors que nous, on est tellement dans la base. Par exemple, apprendre à entrer en contact avec un autre humain, là, tu sais, c'est la grande base, là. Puis les façons d'aller accueillir cette compétence-là vont être assez diversifiées, là, tu sais, puis vont demander énormément de répétition. Ben oui, puis là, je me souviens plus de la statistique, peut-être que tu la connais, mais je pense que c'est comme 90% des connexions, des chemins là dans le cerveau, des connexions neuronales qui se créent entre 0 et 5 ans, tu sais, c'est tellement une période importante. Pourquoi c'est cette période-là de la vie auquel on accorde le moins d'importance et d'importance à la formation puis de valorisation aux adultes qui accompagnent cette période-là de la vie, tu sais. On dirait que c'est illogique, mais c'est juste que c'est pas assez reconnu, tu sais, c'est pas assez compris. Ouais, puis on voit pas tant les effets à court terme. C'est ça qui est complexe aussi, c'est que l'enfant, mettons, qui va être dans un service de garde de qualité versus l'enfant qui sera pas dans un service de garde de qualité, ben les deux vont quand même se ressembler dans le court terme. On verra pas tant la différence. Par exemple, transpose ces deux enfants-là dans 5 ans à l'école, peut-être tu sais dans des contextes plus difficiles. Là, tu vas plus voir les bases que tu as mis en petite enfance. Tu sais, tu vas le voir rendu au primaire. Est-ce que l'enfant se comporte bien dans le groupe? Est-ce que l'enfant a une bonne estime de lui-même, une bonne confiance en lui? Est-ce qu'il est capable de suivre ses idées, sa créativité? Est-ce qu'il a tendance à s'effacer dans le groupe? C'est-à-dire, ça va pas enlever tous les défis, mais tu vas plus voir à long terme qu'à court terme les différences. Fait que, tu sais, mettons, moi, mon enfant, il va dans un milieu de qualité, puis ma sœur, son enfant, il va dans un autre sorte de milieu. Ben, ils vont se ressembler, nos deux enfants, tu sais, puis surtout s'ils ont des milieux familiales, c'est-à-dire s'ils ont des familles chaleureuses qui font une bonne compensation pour le milieu de garde. Mais ça va être plus tard qu'on va voir les bases qu'on a mis en petite enfance. Ben oui, parce qu'en plus, moi, ce que je dis souvent aux parents dans mes rencontres de parents là en début d'année, je leur dis que, tu sais, moi, mon focus principal en tant qu'éducatrice, ma priorité à moi, puis que je trouve que c'est, oui, teinté par toutes mes connaissances, mais aussi par ma personnalité, puis par mes valeurs. Je trouve que c'est important, les habiletés sociales. Puis ce que je leur dis, c'est que en apprenant à entrer en contact avec les autres, à être un bon ami, à reconnaître quels sont les bons amis pour moi, mais plus tard, justement, à l'école, quand les amis, à partir de 7, 8, 9 ans, là, quand les amis prennent toute la place dans notre vie jusqu'à temps qu'on soit adulte, en fait, là, ben, c'est d'être capable, tu sais, c'est de reconnaître justement les bons amis pour nous, d'être un bon ami. Puis, les amis ont tellement un gros influence dans notre vie d'adolescent que c'est ça qui va aussi beaucoup influencer le décrochage scolaire ou l'amour pour l'école ou, tu sais, tout ça. Fait que ça, c'est tellement flou. Puis, comme tu dis, c'est tellement pas des conséquences à court terme que comment tu veux voir l'importance de ça? Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a juste nous, les éducatrices, qui le savent puis qui essaient de l'expliquer, mais tu sais, c'est pas assez reconnu. Effectivement. Ben, il y en a plein, là. C'est juste que ils sont pas très mainstream. T'sais, on les entend pas à TVA Nouvelles. Il faut que tu suives la bonne personne sur Facebook puis Instagram, puis faut que faut que tu fouilles un peu pour voir. Mais effectivement, moi, dans les choses que je consomme, c'est un message qui circule beaucoup, là. Tu sais, je pense à Dr. Becky Kennedy. Je sais pas si tu la connais, là. C'est incroyable, là. C'est, tu iras voir son Instagram, son Facebook, son podcast. Elle a vraiment du contenu incroyable là-dessus. Je suis en train de lire aussi Hold On to Your Kids de Gordon Neufeld, qui est vraiment très intéressant. Je sais pas si tu lis l'anglais, mais je pense qu'ils l'ont traduit, ce livre-là, qui est sur la théorie de l'attachement, puis toutes les subtilités de la théorie de l'attachement, puis de qu'est-ce que ça implique dans le quotidien, puis comment on peut façonner l'univers des enfants pour respecter la théorie de l'attachement, puis respecter tout ce que ça implique. Mais t'as raison que
on va dire le commun des mortels, c'est-à-dire un parent qui se fait un peu pitcher dans le monde de l'éducation. Lui, dans la vie, tu sais, il fait d'autres choses. Là, il y a d'autres choses qui le passionnent. Il est en informatique, puis tu sais, l'éducation pour lui, c'est comme, ben regarde, je fais de mon mieux, puis je fais qu'est-ce que mes parents ont fait. Ben effectivement, sûrement que ça va pas rentrer tant que ça dans le tourbillon des choses qui consomment comme information. Ben oui. Ouais. Fait que c'est ça. Le problème avec trop d'expérience, pas assez de formation, c'est que c'est possible de faire la mauvaise chose pendant 30 ans puis de pas le savoir parce qu'il y a pas de conséquences à court terme. Les conséquences vont être à long terme. Comme les violences éducatives. Tu sais, dans les années 90, là, tout le monde faisait des violences éducatives puis personne se rendait compte des impacts que ça avait sur les enfants. Là, tu sais, humilier un enfant des années 90, c'était comme la norme. Là, tu sais, je suis sûre que ben je sais pas t'as quel âge, mais nous comme enfants, là, tu sais, moi régulièrement là, j'étais humiliée puis c'était comme normal, il fallait que je comprenne que ça se faisait pas, tu sais, fait que je pense que c'est ça le risque d'avoir peu de théorie, beaucoup d'expérience, c'est de faire la mauvaise affaire pendant des années sans s'en rendre compte. Oui, puis je pense que la formation va aussi apporter l'angle de réfléchir sur ses actions, puis de se remettre en question. D'avoir plusieurs possibilités pour un comportement, d'avoir plusieurs hypothèses, tu sais, cette habileté-là à réfléchir, je trouve qu'elle perdure dans le temps parce que au fil du temps, justement, si ça fait 20 ans que tu sais, mettons, t'as pas ta formation, ça fait 20 ans que tu fais la même chose, ben cette capacité-là à réfléchir sur les actions est peut-être moins présente, mettons. Effectivement, quand on choisit de se remettre en question, ben nécessairement on va aller chercher de l'avis de professionnels. Je pense qu'on l'oublie souvent que l'éducation, c'est pas une question de feeling, c'est une science. Tu sais, la psychologie, les neurosciences, tout ça c'est documenté, c'est étudié, il y a des chercheurs qui puis si je fais juste au gut puis au feeling, puis en même temps, c'est très normal que je fasse pas la même chose que mes parents faisaient ou que leurs parents faisaient. Si l'éducation n'avait pas évolué depuis les années 50, il y aurait un méga problème, là. La science continue d'étudier, continue de progresser, puis de voir les effets à long terme des stratégies éducatives ou des différentes choses qui se passent dans la vie des enfants. Fait que je pense que c'est normal que ça change tout le temps puis qu'il faille tout le temps se garder à jour. Ben oui, mais tu sais, c'est drôle parce qu'encore là, tu dis que l'éducation, c'est pas juste une question de feeling, c'est une question de science, mais on va beaucoup mettre de l'avant, tu sais, par exemple, pour les parents, l'instinct parental, tu sais, suis ton instinct, suis ton intuition, c'est toi la meilleure personne pour ton enfant. Puis je suis d'accord pour ça à une certaine limite, dans le sens où tu es la meilleure personne pour choisir pour ton enfant en termes des valeurs, en termes de savoir c'est quoi ses besoins. T'es la meilleure personne pour ton enfant, mais l'éducation, c'est aussi des sciences, justement, puis avoir un professionnel avec toi pour aider à soutenir le développement de ton enfant, à mettre des stratégies éducatives en place, ça peut pas nuire. Tu sais, c'est un équilibre de feeling puis de science, mais on a tellement mis l'emphase sur l'instinct parental puis sur le sentiment de compétence parentale qui est super important, oui, mais on a trop mis, j'ai l'impression, d'emphase là-dessus, puis ça l'a enlevé l'importance des sciences puis des professionnels qui gravitent autour des enfants. Oui, oui. Le fameux on n'est pas mort, là, tu sais. Moi, quand j'étais petit, on me donnait des claques ses fesses, puis je suis pas mort, là. Tu sais, il y a quand même les répercussions si toi t'arrives pas à les voir. Je pense que justement, dans faire confiance à ton instinct, là, ton instinct devrait te dire d'aller chercher les ressources des professionnels, d'aller chercher des lectures, d'aller chercher peut-être des formations. Tu sais, dans ce côté-là intentionnel, il y a ce besoin puis cette envie-là d'avoir l'opinion de la science. Qu'est-ce que dit la science? Qu'est-ce que dit les nouvelles avancées scientifiques par rapport à ça? Oui. Ah non, vraiment. Ben oui, j'aimerais que l'instinct parental de tout le monde leur suggère d'aller chercher de l'aide de l'extérieur, que ce soit d'un ou d'une professionnelle justement de la petite enfance ou dans les livres, dans les formations, dans les vidéos,
peu importe, mais tu sais, de oui, parce que c'est trop pris à la légère, le développement de l'enfant de 0 à 5 ans, à cause qu'on dit la meilleure personne, la meilleur endroit pour l'enfant de 0 à 5 ans, c'est la maison, c'est les parents, puis oui, je suis d'accord parce que tu sais, t'es au courant, là, la théorie de l'attachement, tu sais, c'est le lien avec l'enfant et ses parents, c'est le lien le plus important, puis faut beaucoup mettre d'importance à ce lien-là. Mais justement, les professionnels de la petite enfance vont, qualifier avec la formation puis avec cette connaissance-là, devraient, du moins, mettre l'emphase avec le parent sur ce lien-là. Mais ça veut pas dire que c'est pas important de soutenir le développement. C'est pas juste important d'être à la maison avec ses parents puis de rien faire. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une dimension qui est oubliée. Oui. Si ton enfant passe 8 heures devant la télé tous les jours, oui, il va être à la maison, mais je pense qu'il va y avoir un bout qui va y avoir manqué. Puis c'est ça que les neurosciences montrent. Là. Les enfants qui passent extrêmement de temps devant la télé, même si leurs liens avec leurs parents sont sûrement bons, il leur a manqué une bonne tralée d'expérience pour vivre le monde puis apprendre de leurs expériences. Ouais, c'est ça, c'est comme s'il manque un bout d'information quand ces grands messages-là sont partagés à t'es la meilleure personne pour ton enfant, c'est toi qui sais tout quoi faire, puis suis ton instinct, puis tu sais, oui, je suis tellement d'accord, mais avec des nuances, avec le soutien de professionnels autour de toi, avec d'autres choses qui sont pas mentionnées dans ce grand message général-là, tu sais. T'as raison, puis ça revient encore aux nuances de gris, tu sais, tout blanc ou tout noir. Tu sais, c'est ça qui est dur quand on s'adresse à un public qui est de tout acabit, tu sais, des comptables, des informaticiens, des ingénieurs, tout ça. C'est pas tout le monde qui a l'intérêt de faire des recherches poussées puis de consommer comme nous, mettons, 2-3 heures de contenu d'éducation par jour, là, tu sais, à quel point qu'on lit puis qu'on s'intéresse à ça. C'est vraiment pas tout le monde qui a le goût, là. Tu sais, moi, je pense à mon chum que lui, il est cuisinier dans la vie, là. Ce qui l'intéresse, c'est les vidéos de cuisine puis les émissions de cuisine puis il aime les jeux vidéo, tu sais, il y a d'autres intérêts, puis c'est là-dessus qu'il passe du temps. Moi, bien sûr, puis je pense que beaucoup d'éducatrices, c'est ça notre passion, c'est l'éducation. Fait qu'on va lire plein de choses qui vont se faire sur l'éducation. On va passer notre temps, nos hobbies, ça va être souvent tourné autour de l'éducation. Ben oui, puis c'est correct que ça soit pas leur passion puis leur intérêt, mais puisque ce n'est pas votre passion et votre intérêt, tu sais, d'aller faire confiance à quelqu'un que c'est sa passion, ses intérêts, ses connaissances, son champ d'expertise, tu sais, de communiquer ensemble parce que même si c'est pas dans vos intérêts, clairement, une chose qui est vraiment dans tes intérêts, c'est ton enfant. Même si tout ce qui est les neurosciences puis le développement puis tout ça, c'est pas dans tes intérêts, ton enfant t'intéresse. Moi, ma passion, le développement de l'enfant. Fait qu'imagine si on communique ensemble, qu'on collabore ensemble, comment ça peut être merveilleux, tu sais. Fait que, ouais. Effectivement. Ouais, je pense que tu as raison. L'enfant de ce parent-là va être son intérêt presque principal, tu sais. C'est n'importe quel parent veut le mieux pour son enfant, puis je pense que justement de s'entourer d'éducatrices formée ou bien intentionnée là qui cherche responsable puis qui veut le mieux pour l'enfant, je pense que c'est effectivement une recette super gagnante. Fait que je pense que tout est dans l'équilibre. Hein? La formation avec l'expérience, c'est le mieux. L'expérience du parent avec l'expérience de l'éducatrice ensemble, c'est ça qui est le mieux aussi, tu sais. Merci beaucoup, Priscilla. Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler de ce beau sujet-là, puis de notre passion à toutes les deux. J'espère qu'on va pouvoir recollaborer ensemble dans le futur. Tu veux-tu inviter les gens vers tes plateformes là, pour suivre ton travail? Ah, ben oui. Moi, c'est sur Facebook et Instagram, le local de Pélage. Je partage mon quotidien d'éducatrice à l'enfance. Bon, là, présentement, je suis en année sabbatique, mais je partage quand même d'autres types de contenus, là, mais je retourne au travail en septembre. Fait que c'est le local de Kéla. Puis je tiens à dire, là, mais avant qu'on coupe, merci de l'invitation. J'ai vraiment aimé ça. On dirait que j'avais peur un peu d'aborder ce sujet-là parce que comme j'ai dit, je trouve ça touché. Je trouve que c'est un sujet sensible pour plein de personnes parce que les personnes qui croient en la formation veulent vraiment la formation, puis les personnes qui ont pas la formation, tu sais, ils veulent se faire reconnaître leur beau travail. Fait que je trouvais ça touché, mais je trouve qu'on a eu une belle discussion. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Oui, ben merci à toi d'avoir participé, puis on se reparle bientôt. Parfait, ben merci beaucoup. La première saison est une présentation de Bien chez soi Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. J'ai moi-même une aide familiale de Bien chez soi chez moi, une fois par semaine, puis c'est vraiment merveilleux. Elle m'aide pour les enfants, le ramassage, le nettoyage, les courses, la cuisine, le lavage, toutes mes tâches de maman, 4 heures par semaine. Ça fait vraiment une différence pour ma santé mentale. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut avoir le retour anticipé pour le frais de garde d'enfants. Donc, ça revient vraiment pas cher pour la différence que ça fait. La bienveillante qui vient chez moi, c'est une personne douce, tellement fine, flexible, aidante, travaillante. Je l'adore. Avant de travailler chez Bien chez soi, elle travaillait en restauration, était super stressée au travail, détestait ses boss. Je pense vraiment que cette job-là la met plus en valeur dans ses forces de maman. Elle est naturellement bonne pour comprendre la réalité des mamans, pour offrir son soutien. En plus, elle fait son horaire comme elle veut, selon les mandats qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas. Elle choisit son nombre d'heures par semaine. Pour vrai, je trouve que ça répond tellement à un besoin des jeunes familles. Puis c'est une job que j'ai souvent proposée à des amis mamans, peut-être en retour de congé maternité ou qui veulent une meilleure conciliation travail-famille, qui veulent peut-être se rapprocher de la maison. Je trouve sincèrement que c'est une belle entreprise, puis je suis vraiment super contente de vous les faire découvrir. Vous pouvez les rejoindre au 514-666-0323 ou par courriel info-laval-rn@bienchezsoi.ca.